Une question ce matin, géopolitique, falsification de l'histoire africaine. À quand la restitution de la vérité? Nous nous interrogeons. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. L'histoire du continent noir souffre de problèmes majeurs qui font que son étude pose problème. Tout d'abord, le continent noir a été longtemps victime de préjugés qui l'ont placé dans de faux jours à cause d'une absence d'écriture. Il était aussi considéré par George Hegel comme un continent anhistorique, c'est-à-dire sans histoire, jusqu'à une période assez récente. Or, l'histoire a commencé en Afrique, avec l'Afrique et pour le monde. Terre d'apparition de l'homme et des premières civilisations étatiques attestées, aujourd'hui encore, l'histoire africaine est mal connue, d'où la nécessité d'une bonne utilisation des sources historiques, documents écrits, traditions orales, archéologie, linguistique et surtout anthropologie. L'histoire du continent africain est sans conteste une histoire à problème car le continent noir a été longtemps considéré par les européocentristes intellectuels, hommes de sciences, religieux, comme étant un continent dénudé d'histoire à cause d'une absence flagrante d'écriture. On se rappelle également d'un contemporain, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré haut et fort, ici même sur le continent noir, que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Quelle histoire? Ainsi, l'Afrique s'était retrouvée exclue de l'histoire universelle. Mais qui est derrière tout cela et pour quelle fin? Pendant longtemps, l'Occident a nié et a refusé à l'Afrique noire l'existence d'une histoire. Pour beaucoup de chercheurs européens, l'Afrique est la partie sans histoire du monde. Mais peut-on dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, que l'Afrique est sans histoire? Peut-on penser un tant soit peu que l'Afrique n'a pas d'histoire? Et d'ailleurs, ces Européens, ces Occidentaux ont appris à leur progéniture que l'Afrique n'a jamais eu d'histoire. Pour mieux soutenir la thèse selon laquelle l'Afrique serait un continent anhistorique, comme le pensait d'ailleurs Hegel, des thèses racistes furent inventées et soutenues par des Européens qui, pour prouver au monde que le continent noir n'a point d'histoire, étaient même tentés d'expliquer ces balivernes en faisant recours à des préjugés infondés et des mythes. Certaines de ces aberrations avançaient même la thèse selon laquelle les Africains seraient frappés d'immobilisme ou d'apathie congénitale et constitueraient une race maudite parce que descendants de Cham, fils maudit de Noé. Qui n'a pas entendu cela? Ces détracteurs qui ont vainement cherché à refuser à l'Afrique l'existence d'une histoire ont procédé dans la mesure du possible à falsifier l'histoire du continent noir. Tout cela invite donc aujourd'hui les historiens africains à se pencher à la restructuration de l'histoire africaine à travers une réécriture afin on parle bien sûr du continent noir, donc de l'Afrique, ne soit plus considéré comme une terre sans histoire parce que l'Afrique est une terre remplie d'histoire et au cœur de toute l'humanité. Le premier problème dont souffre l'histoire de l'Afrique après la falsification est le manque patent de sources propres à l'Afrique en dehors de la tradition oralité, considérée par certains comme étant une source non fiable. Pourtant, on le sait, mesdames, messieurs, que toutes les écritures, tous les documents ont été emportés vers l'Occident et tout le monde le sait aujourd'hui. Peut-on parler sans écrire? Et tout le monde est aujourd'hui d'accord avec un fait, il y avait justement l'écriture sur le continent africain. Bien avant même, on peut le dire, que les Européens pensent à l'écriture. Souvent, les manuscrits sur lesquels l'historien noir se fonde pour revisiter l'histoire du continent noir, eh bien, sont édités ou sont les revues d'écrivains arabes ou encore occidentaux, ce qui amène certains à dire que l'histoire de l'Afrique a commencé avec la colonisation. En tout cas, c'est le cas de Raymond Moni, l'auteur de la célèbre expression « Avant la colonisation, il y avait des nuits noires en Afrique ». C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'avait déclaré. D'abondantes sources d'informations fournissent des témoignages qui permettent à l'historien de déchiffrer le passé africain. Ces témoignages peuvent être partiels ou erronés, fragmentaires ou inexacts. C'est pourquoi les historiens se doivent de les considérer de manière critique. Mais nous le savons, mesdames, messieurs,
que l'histoire africaine a été falsifiée. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Géopolitique, falsification de l'histoire africaine, à quand la restitution de la vérité? Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goss, le plaisir est toujours le mien. Et il est sans cesse renouvelé, hein? Que ce soit au niveau de la raison, ou au niveau de l'émotion, ou au niveau de l'esprit. Il est sans cesse renouvelé, ce plaisir-là, quand j'ai à être à côté de vous, au front, oui, au front de lutte, au front de combat, où cette fois-ci, les armes physiques, les armes militaires, intellectuelles, sont cette fois-ci coiffées par une arme supérieure, celle de la parole. C'est ce magistère que nous avons eu la grâce d'exercer et que nous utilisons, n'est-ce pas, comme étant une arme pour renverser les hégémonies illégitimes, les hégémonies disqualifiées, les hégémonies bâtardes, les hégémonies qui n'ont aucune base métaphysique sérieuse, mais qui ont la prétention de régenter le sort de l'humanité. Nous sommes à ce front-là, nous l'appelons le front du panafricanisme, et je suis toujours très heureux quand je me retrouve à tes côtés. Ça nous rappelle le moment pionnier. Oui. Le moment pionnier, ça nous rappelle ça. On est obligé de rappeler ça, parce qu'il y a plein d'impostures maintenant. Maintenant que le panafricanisme semble prospérer, il y a plein d'impostures. Il faut souvent se reconnecter au moment pionnier pour essayer d'avoir des références solides, des racines solides, pour savoir, comment on dit ça, nager dans les eaux troubles de ce temps-ci. Mais bon, l'essentiel, c'est que le combat avance, ça avance beaucoup. Il y a une dynamique historique phénoménale qui opère sur le continent africain. Nous rendons grâce à Dieu. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu d'avoir permis que nous, non seulement on soit en première ligne, mais qu'on vive ça de nos yeux. Je salue Girest, je salue tous nos web téléspectateurs, les abonnés, avec qui on échange. J'ai lu les commentaires, j'aime le leur dire, j'ai lu beaucoup leurs commentaires. Par exemple, j'ai lu un commentaire sur quelqu'un qui partageait avec nous comment appeler le nom Rothschild. Oui, j'ai lu également cette personne. J'ai apprécié. Il a demandé de ne pas dire Rothschild, mais plutôt de dire Rothschild. Pour dire qu'on lit. Exact. Pour leur dire que nous lisons, et nous lisons pas avec la moindre condescendance, au contraire, on lit pour apprendre. Donc, tous les jours d'ailleurs nous apprenons. Je salue ça. Je salue tous ceux qui sont sensibles à l'appel à soutien financier que tu lances tout le temps. Je salue ça, on encourage ça. Et bon, la direction du fera le point le moment venu. C'est pas mon rôle, c'est pas ma fonction, mais nous encourageons ça. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, président Badakani. Nous nous interrogeons encore ce matin, géopolitique, falsification de l'histoire africaine. À quand la restitution de la vérité? Je vous ai fait comprendre justement qu'un homme avait déclaré haut et fort qu'avant la colonisation, il y avait des nuits noires en Afrique. Jusqu'à preuve de contraire, ils sont très nombreux, les Occidentaux, qui disent haut et fort et qui enseignent d'ailleurs à leur progéniture que l'Afrique n'a jamais eu d'histoire. Pourtant, nous le savons tous, l'histoire a commencé avec l'Afrique. L'histoire, c'est l'Afrique. Pour le monde également. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, il ne s'est pas passé quelque chose de particulier, Jocelyn Goss. Il s'est passé ce qu'on peut imaginer comme étant le complexe de l'envie. L'envie. Vous savez, quand vous enviez quelqu'un, c'est que la personne a ce que vous n'avez pas. Mais ça ne suffit pas. C'est que la personne a. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mourir. C'est-à-dire que ce que la personne a est essentiel pour vous, est vital pour vous. Vous ne l'avez pas parce que vous êtes complexé. Vous ne connaissez pas qui vous êtes vous-même. Vous ne connaissez pas vos ressources propres. Exact. Indépendamment de ce que vous croyez. Vous êtes sérieusement aliéné, profondément aliéné, pour croire que votre salut consistera à aller prendre forcément ce que vous considérez comme vital, que vous n'avez pas et que l'autre a. Oui. C'est ce que j'appelle le complexe de l'envie. C'est-à-dire l'envie qui a pour corollaire la haine qui va avec le mensonge et finalement le crime, le meurtre. Donc, on peut imaginer le problème de l'histoire africaine par ça, c'est-à-dire le complexe de l'envie. On nous envie depuis la nuit des temps. On nous envie d'être les fils aînés de la création, berceau de l'humanité, peuple le plus ancien
de l'histoire de l'humanité. On nous envie ça. On nous envie ça sur le plan métaphysique parce que le droit, on peut revendiquer un droit d'aînesse. Nous sommes en droit de revendiquer un droit d'aînesse. Et dans la tradition africaine, l'aîné, c'est pas seulement un aîné d'âge. Un aîné a des prérogatives de diriger la famille après le départ du papa, de la parenté, de diriger la famille. Il est l'héritier, il hérite de la position de chef, garant, protecteur, n'est-ce pas, des biens, n'est-ce pas, que la parenté a laissé. Donc, le fait qu'on soit les aînés de la création fait que nous sommes dans une position où on nous envie. On nous envie. Ce droit d'aînesse-là, cette position d'aîné va avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses avec notre peau noire et sa richesse mélaninique dont nous ne mesurons pas encore l'importance et qui, donc, constaté, découvert par les autres, peut foutre des complexes extraordinaires à ceux qui en sont dépourvus. Des complexes extraordinaires, Justin. Et si on prend pour référence la Bible, vous savez que le complexe a poussé Caïn à tuer son frère, malgré le fait que Dieu est venu lui dire, ne fais pas ça. En fait, ce que tu envies là, c'est pour toi aussi. Fais pas ça. Tu n'as rien à l'envier. Nous sommes dans une phase de la vie que le fait que Abel fasse des rites sacrificiels qui me plaisent, ça n'a rien à voir avec ta situation. Toi, ça ne veut pas dire que je t'aime moins. Non, mais Caïn n'a pas compris ça. Il a assassiné son frère. Il l'a tué. Premier maître, c'est pas de la vie humaine. Premier maître. Non. Donc, pour dire qu'il y a ce complexe-là, nous souffrons de ça, on nous envie. Et on veut voler. On veut arracher ça. Et comme lorsqu'on veut voler quelque chose qui appartient à autrui, il faut se convaincre qu'il n'a pas le droit d'avoir ça. Et que c'est toi qui aurais dû avoir ça. Et que s'il a eu ça, c'est pas erreur. C'est pas justifié. Et que toi, tu l'as pas passé, c'est une injustice extraordinaire. Et il faut réparer ça. Et cette volonté de réparer peut prendre des allures métaphysiques, des allures mythologiques, peuvent prendre même des allures d'une rédemption. Du au fait que, si je ne répare pas ça, l'ordre cosmique sera perturbé à jamais. Si je ne répare pas ça, c'est l'ordre mondial, c'est l'ordre des distances qui va être perturbé. En fait, cette injustice-là, elle n'est pas seulement naturelle, elle est cosmique. Elle est même céleste. Il faut réparer ça. Donc, l'enjeu de l'histoire africaine a plusieurs dimensions. Il a une dimension intellectuelle, il a une dimension historique, il a une dimension politique, philosophique, mais il a une dimension métaphysique qui est très forte. C'est ce que je suis en train de dire, mythologique, sapienstal. Il faut convoquer ça aussi, les dimensions de la mythologie, les dimensions métaphysiques, pour comprendre pourquoi on a fait tant d'efforts depuis que le monde existe pour nier à l'Afrique son humanité. Parce que quand on dit que vous n'avez pas d'histoire, c'est qu'on refuse que vous êtes un être humain. Oui. Donc pour nier à l'Afrique son humanité. Donc, ce que je dis là n'est pas nouveau. Hein. Vous avez des auteurs avec eux, comme une certaine, elle n'est pas seule, hein, Catherine Kokeri-Vitrovich, une grande anthropologue historienne, qui explique le fait que la nécessité de falsifier l'histoire de l'Afrique est la conséquence de l'esclavage et de la colonisation. Ça, c'est la lecture historique. Elle a raison. Elle dit, à partir du moment où on a esclavagisé les Africains, il fallait justifier. Il fallait justifier le crime des crimes, l'esclavage. Il fallait justifier. Donc, la science de l'époque, la philosophie de l'époque, la religion de l'époque, etc. Toutes les disciplines se sont données la main. N'est-ce pas? Pour justifier pourquoi l'Africain devait être nécessairement un esclave. Donc, on connaît tout ce qui a été dit. Son âme damnée. Il n'est pas un humain. D'ailleurs, il faut l'esclavage pour qu'il ait une rédemption et devienne humain. On a inventé l'ethnologie, les Lévi-Brul, les comtes de Gobineau. Pour ne citer que cela, on créé toute une littérature pseudo-scientifique pour commencer à traquer l'essence du nègre qui serait profondément animal et que son vécu ne peut être autre chose que d'être le siège de la pétulance. On a même convoqué la géographie, l'écosystème africain, pour dire que non, c'est un continent qui peut entrer dans l'histoire. Il est trop dans la nature.
Il est trop dans la nature. Sa géographie est pittoresque, dangereuse, accidentelle, abrupte. C'est un pays, l'Afrique, inaccessible. Des montagnes, des falaises, des accidents géologiques qui rendent de ce continent, on ne peut pas vivre là-bas. Donc, du coup, tout ça a été mis, n'est-ce pas, c'est une somme théorique, n'est-ce pas, qu'on a diffusée, on a commencé à diffuser. Ça a justifié l'esclavage, ça va plus tard, ça va justifier la colonisation. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'enjeu de l'histoire, c'est pas seulement de convoquer un passé de négation de l'histoire africaine. C'est de voir aussi comment cette négation de l'histoire continue sur les modalités nouvelles jusqu'au XXIe siècle, Justin Goss. Et voir donc, n'est-ce pas, à quel niveau on peut situer l'entreprise de, comme vous dites, de restitution de la vérité historique. Quand on a dit ça, on est en train de poser le problème du langage scientifique qui prévaut, qui fait consensus pour qualifier ce qu'on a appelé la discipline l'histoire. C'est-à-dire que, comment on fait pour accéder à la connaissance historique, véridique? Est-ce qu'il y a même un consensus sur la vérité de l'histoire? Du point de vue de la science, qu'est-ce que l'histoire? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais, peu importe, de manière conventionnelle, on sait que pour accéder à la vérité historique, il y a des processus méthodologiques conventionnels qui nous sont imposés, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau de la communauté scientifique dans le monde. Il y a des consensus où vous voulez parler de l'histoire, on vous dit, est-ce que vous remplissez les critères? Est-ce que vous avez qualité pour parler? Cheikh Anta a été confronté à ça. Il a fallu le match du colloque du Caire, où il allait les battre sur leur propre terrain pour imposer, par exemple, la vérité sur le caractère nègre de l'Égypte antique, par exemple, pour bouleverser l'historiographie universelle. Cheikh Anta, il a été confronté à ça. Vous voyez que la question de la permission, de l'autorisation que vous devez avoir pour parler de l'histoire africaine, il faut parcourir. C'est un chemin. C'est pas un chemin facile si nous voulons rester polis. Donc, ça pose le problème des processus méthodologiques, des canaux universellement acceptés qui permettent d'accéder à la science historique. Alors, nous savons qu'à ce niveau-là, la science occidentale a été prise en flagrant délit de trafic de tout genre concernant l'histoire de l'Afrique, puis en flagrant délit d'idéologie. L'idéologie a remplacé très très longtemps la science. L'ignorance, l'obscurantisme ont été érigés en critères pour imposer la thèse que l'histoire, ça ne concerne pas l'Afrique. On sait, on les a pris main dans le sac. D'ailleurs, c'est pas fini. Les combats d'arrière-garde ne sont pas finis aujourd'hui. Ça fait donc que l'UNESCO a essayé de rattraper ça avec le fameux projet de réécrire l'histoire de l'Afrique avec Joseph Kizerbo, etc. Ben, c'était un pas. Ben, ça n'a pas réglé le problème. Cheikh Anta est venu avec sa puissante contribution qui a vraiment bouleversé, n'est-ce pas, en croisant, n'est-ce pas, il s'est constitué un carrefour des sciences. Il a croisé beaucoup de sciences, l'anthropologie, la microbiologie, il a croisé la science, la sociologie, tout ça, pour produire, n'est-ce pas, un cadre paradigmatique désormais qui est imposé, à partir, n'est-ce pas, duquel on peut faire un travail d'historien sur l'Afrique. Il a fait ça, malgré les combats d'arrière-garde. Donc, au niveau universitaire, on voit très bien qu'aujourd'hui, nous avons des universités, nous avons des institutions académiques qui sont consacrées à l'œuvre historique. Mais le problème qui se pose, c'est comme je l'ai dit, quels sont leurs tuteurs, qui sont les parrains, qui financent, qui valident la connaissance, qui valident les parcours académiques, les parcours de recherche, etc. Il y a tout ça, n'est-ce pas, qui s'oppose aujourd'hui pour dire que les enjeux de l'histoire africaine sont d'une brûlante actualité. Le combat n'est pas fini, n'a même pas été gagné. Il est d'une brûlante actualité. Alors, il faut remonter pour mettre sur la table la question de la falsification de l'histoire. Donc, l'enjeu, justement, c'était un continent qui est très riche. L'Europe va se créer des problèmes extraordinaires. Après qu'il soit sorti de sa propre sauvagerie, il va, par un hasard de l'histoire, déboucher sur la révolution industrielle. Il y a un problème qui se pose à lui, la question des matières premières, et la question d'une main-d'œuvre, par exemple, pour gérer les plantations d'esclaves, etc. Donc, l'Europe, face à ce problème, va concevoir
le système le plus démoniaque de l'histoire humaine, à savoir mettre en esclavage tout un continent. Le mettre en esclavage. C'est-à-dire lui arracher sa population la plus vigoureuse, la dissoudre démographiquement. Mais moi, je l'ai pèse, hein. Oui. Dissoudre ce continent démographiquement, transporter sa jeunesse jusque-là de fort, de vigoureux sur le plan démographique sur un autre continent pour aller produire la richesse. Il faut justifier ça, Justin. On a commencé, l'ethnologie est née, n'est pas née, quand je parle d'ethnologie, c'est peut-être, je vais un peu vite, mais on peut convoquer ici l'émergence de la théorie des races. Je voudrais convoquer la figure de Gobineau, de Lévi-Brul. Ces gens-là qui vont poser les bases, les thèses fondamentales du racisme, l'inégalité des races. Il y a des races supérieures, il y a des races inférieures. Antonov, il même va répondre à ça de manière magistrale. C'est un haïtien, c'est un noir. Vous le considérez même comme le père théorique du panafricanisme. Il va répondre à ça. Il va faire un ouvrage qui va faire date à l'époque pour répondre justement à cette thèse-là. Mais ils vont pas s'arrêter. L'ethnologie va suivre. À savoir que l'Afrique, c'est un réservoir de tribus qui s'affrontent et dont l'analyse scientifique est une des conditions de base pour le civiliser, pour la civiliser, pour l'envahir, pour aller faire œuvre civilisatrice là-bas. Alors, l'ethnologie va classifier les peuples africains, classifier les groupes ethniques, les hiérarchiser sur une échelle, n'est-ce pas, sur une échelle qui va partir de la bonne tribu, de la moins bonne tribu, jusqu'à la tribu la moins mauvaise, la plus mauvaise, et celle à exterminer, à faire disparaître. C'est classifié là. Ce travail a été fait, c'était largement répandu en Europe. Ça a servi, ça faisait office de science à l'époque en Europe. On est à la, je crois, 18e, 19e siècle, au plus fort de l'ethnologie. Ensuite, sur le plan philosophique, vous avez un monsieur comme Hegel. C'est le père, ce qu'on appelle l'européocentrisme, l'occidentalocentrisme. C'est Hegel qui décide que la raison s'est manifestée dans l'histoire avec l'apparition du blanc et l'entreprise visant à doter, à faire émerger la Constitution, le document juridique qu'on appelle la Constitution, qui est le symbole par excellence de l'état de droit, est la qualité la plus parfaite de la raison. Hegel dit que l'état est la manifestation la plus achevée de la raison humaine. Et que l'existence n'est conforme à la raison que s'il se fait dans l'État, que si elle se fait dans l'État. Et l'État, donc, historiquement parlant, l'Afrique ne connaît pas, d'après Hegel. L'Afrique est un tas d'accidents. C'est un enchaînement d'accidents. Géographiquement, c'est un scandale. C'est quelque chose d'horrible. Donc, on ne peut pas concevoir que l'Afrique est de l'histoire. Que l'histoire, ça ne concerne pas les Africains. Il va découper l'Afrique en 3 parties. Sur mon regard, l'Afrique du Nord, l'espace méditerranéen, avec les échanges entre l'Europe et une Afrique du Nord, grâce au pont qu'on appelle la Méditerranée, et cette Afrique-là, post-méditerranéenne, ou bien qui est à côté de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, donc, est appelée, son destin, c'est d'être rattaché à l'Europe. Vous voyez l'actualité de cette affaire-là jusqu'à présent, hein? Voilà. Donc, la deuxième partie, il y a l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas? L'Afrique noire. Alors, lui, il dit de manière abrupte que cette Afrique noire-là, c'est un lieu naturel. L'existence se confond dans la nature, dans la brutalité, de la sauvagerie de la nature. Cette Afrique-là n'a pas d'histoire. C'est un lieu de ténèbres absolues. Et que le destin de cette Afrique-là, c'est qu'elle rencontre le blanc un jour, l'Europe, pour la sortir de la nuit des ténèbres constituée par sa pétulance. Donc, quand vous regardez ça, vous voyez très bien que le schéma là est d'une brûlante actualité. Ce que vous entendez comme étant la Méditerranée, l'union de la Méditerranée, Justin Goss. L'Afrique du Nord, vous allez voir le rôle qu'on donne au Maroc. Ce qui est arrivé à la Libye. Oui, l'enjeu de l'Algérie, etc. La Tunisie. Et la question des Noirs. Vous allez comprendre pourquoi le Maroc veut entrer dans la CEDEAO. C'est-à-dire que il faut, entre l'Afrique et l'Europe,
cette barrière de sécurité, ce pont qui est constitué par l'Afrique du Nord pour empêcher que les ténèbres qui viennent de la noirceur, et de la nuit noire africaine n'envahissent pas l'Europe. Toute la géopolitique européenne est hégélienne. Elle est hégélienne, occidentale, elle est hégélienne. C'est Hegel qui en est le père. Donc, vous avez cette pesanteur, ce préjugé hégélien qui va totalement normer les comportements de tous les Européens dans leur rapport à l'Afrique. Et tout ça va peser sur l'enjeu de la vérité historique en Afrique. La conséquence, c'est quoi? C'est que Hegel qui dessine donc un visage du progrès purement linéaire, la linéarité historique, c'est-à-dire que les hommes évoluent, ils sortent de la sauvagerie, entre guillemets, ils découvrent l'outil, ils fabriquent l'outil, ils font la révolution agricole, etc. Et ils débouchent sur l'industrie, etc., sur la modernité. Le schéma qui est valable pour l'Eurasie, Hegel va vouloir faire de ça le schéma universel d'évolution de tous les peuples. Même les marxistes vont tomber dans ce piège. Marx, qui lui-même était un fils d'Hegel, avant de s'opposer à son père, mais de manière fondamentale, Marx lui-même considère l'Afrique comme étant le mode de production africain comme étant le lieu par excellence de l'esclavage. Il va appeler ça l'esclavage généralisé. Cheikh Anta Diop va lui opposer une critique scientifique sévère, face à laquelle les marxistes n'ont pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les disciples de Cheikh Anta, ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Le fait qu'ils ont jeté un voile total sur l'histoire africaine parce qu'ils n'étaient pas outillés pour l'analyser, pour l'étudier. Ils ont carrément dit que non, il n'y a pas d'histoire en Afrique. Même les marxistes sont tombés dans ce piège-là. Alors, donc, cette linéarité du progrès, Jocelyn Gosse, qu'on est venu nous imposer, est un problème majeur dans la compréhension de l'histoire, dans les enjeux sur l'histoire africaine. Alors, ça va se voir. Tout à l'heure, vous avez précisé la ligne de fracture, c'est-à-dire l'écriture ou l'oralité. Pour les Européens, l'histoire, ce sont des documents écrits. Oui. L'Afrique n'ayant pas d'écriture, n'a pas d'histoire. Bon, on peut, aujourd'hui, au XXIe siècle, rire devant autant d'ignorance, autant de bêtises, mais ça fait œuvre scientifique, hein. Ça a une valeur de science, que l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'elle ne connaît pas l'écriture. Nous savons que c'est faux. L'écriture est née en Afrique, le démotique, hiéroglyphe, c'est nous qui avons appris aux Phéniciens à écrire. Il n'y a pas très longtemps, moi, je suis Camerounais, le sultan Ndoya, il y a M. Ndoya qui a fait une écriture, l'écriture Bamon, entre guillemets. Professeur Bellet connaît très bien ces choses-là. Donc, il y a beaucoup d'écriture en Afrique, il y a beaucoup de documents, que ça soit archéologique, que ça soit écrit, que ça soit documents historiques qui montrent que l'écriture est née en Afrique. Comment ont-ils fait pour ne pas le savoir? Je dis que bon, il n'y a pas d'histoire parce qu'il n'y a pas d'écriture. Alors, à partir de ce moment-là, quelque chose de terrible va s'abattre sur nous, sur l'Afrique. D'abord, sur l'idée même de l'histoire. Des gens conçoivent que l'histoire, l'histoire, c'est pas seulement le passé. Il faut qu'il y ait une continuité entre le passé et le présent. Or, l'Afrique, son présent, c'est l'Occident qui le fait. Vous avez une école qui pense comme ça. Donc, il n'y a pas d'histoire proprement africaine. Vous avez le tendance qui dit, non, c'est une somme d'ethnies. Ce sont les ethnies qui s'affrontent. Il n'y a pas d'histoire là-bas. Donc, c'est un lieu essentiellement primitif. Bref, il n'y a pas de trajectoire historique. Une longue trajectoire historique. Il n'y a pas. Là où l'histoire commence, c'est le blanc qui est venu le faire. Alors, vous avez une tendance qui dit, ben écoutez, okay, on admet que c'est le berceau de l'humanité. Donc, c'est le lieu par excellence de la primitivité. Donc, si on veut connaître les vestiges de l'histoire, découvrir le vieux monde, l'ancien monde, les temps primordiaux de l'humanité, l'Afrique peut être utile. Mais en dehors de ça, elle ne sert à rien, puisqu'elle ne fait pas l'histoire. Elle a besoin d'être colonisée, d'être esclavagisée, néocolonisée, globalisée, mondialisée, pour entrer dans l'histoire. Donc, c'est un réservoir des choses primitives. C'est un réservoir pour l'archéologie. C'est un réservoir pour aller découvrir l'homme, le premier homme, Erectus, Habilis, Sapiens, etc. Donc, il faut aller fouiller ça là-bas. C'est le réservoir du passé de l'humanité. Mais quand on parle de l'histoire, ça ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas du tout. Donc, voilà, c'est-à-dire que tous ces stéréotypes, n'est-ce pas, qui ont longtemps été le marqueur du rapport que l'Europe et avec l'Afrique, a pesé énormément sur la capacité
d'écrire une histoire véritablement africaine. D'où votre idée de falsification de l'histoire. Donc oui, Josselin Gosse, l'histoire a été falsifiée. C'est-à-dire aujourd'hui, depuis le 19e, le 20e siècle, nous savons que l'histoire qu'on appelle l'histoire africaine n'est pas vraie. C'est l'histoire de l'Afrique écrite par l'Occident, écrite par l'Europe pour les besoins de leur cause. Cette histoire-là, on connaît, elle est falsifiée. Ce procès, le procès de falsification est terminé. C'est démontré. Peut-être maintenant, il faut engager les réparations. Il faut que le préjudice soit payé, soit réglé. Oui. Ça, c'est une autre chose. Alors maintenant, face à la falsification, est-ce que l'entreprise de restitution de la vérité historique est engagée? Oui. Oui. Depuis l'Antonio Firmin, depuis les philosophes comme Amos, depuis tout le phénomène de restitution de l'histoire africaine qui a commencé aux Amériques, la faveur de l'esclavage, c'est pas, qui va nourrir de manière essentielle le panafricanisme. Depuis ce moment-là, jusqu'à l'avènement de l'égyptologie, décolonisée, désoccidentalisée, dont Cheikh Anta Diop est l'une des figures majeures. L'entreprise, jusqu'aux gens comme Joseph Kizerbo, jusqu'aux universités africaines de temps moderne. Il y a des grandes universités qui font œuvre historique d'une manière excellente et qui, n'est-ce pas, continuent, n'est-ce pas, le travail de rétablissement, de restitution de la vérité historique. À savoir que tous les préjugés européens sur l'Afrique étaient faux. Hegel s'est trompé. À la limite, c'est un feignant. On peut même se poser la question sur la valeur de sa philosophie. Hegel s'est trompé, les Lévi-Strauss de Manchester se sont trompés, tous ces racistes européens se sont trompés, la science occidentale s'est trompée et continue de se tromper pour ce qui concerne l'Afrique. C'est connu aujourd'hui, Josselin Gosse. Je pense qu'à ce niveau-là, le vrai débat est de savoir quelle est l'actualité de ce que j'appelle les entreprises de continuité de la falsification. Malgré la réponse vigoureuse de l'Afrique à travers ses nombreux fils, que ce soit la réponse intellectuelle, que ce soit la réponse historique, politique, révolutionnaire, n'est-ce pas, qui a eu cours sur le continent depuis le panafricanisme, même depuis les champs esclavagistes, les plantations d'esclaves, comment les Africains, les esclaves se sont révoltés, soit allés créer des cités de liberté dans les Caraïbes, etc., avant que les Occidentaux ne découvrent la nécessité de mettre fin à l'esclavage, jusqu'au panafricanisme, dans ces divers courants, jusqu'à nous, aujourd'hui, l'entreprise de restauration de la vérité est en marche. L'important aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'on peut faire le point sur cette situation? Et c'est, bon, mon point de vue, c'est ça qui est intéressant dans votre thème aujourd'hui. Il y a des risques majeurs. On observe le retour des dynamiques des néo-falsifications. D'abord parce que, il faut pas confondre une chose. Des dynamiques de restauration de la vérité historique engagée par des personnes comme Cheikh Anta et les autres, jusqu'à Mutunde, je pense à lui, le brillant Mutunde qui a fait un travail extraordinaire de continuité dans la chaîne continue de restaurer la vérité sur l'histoire africaine. Il est parti, c'est une façon pour moi de lui rendre un hommage encore une fois de plus. Donc, vous voyez, il faut il y a une erreur à ne pas faire. Il y a un risque qu'on crée de nouvelles religions. C'est-à-dire que le dogme remplace la continuité de l'investigation scientifique. Cheikh nous a prévenu par rapport à ça. Ça veut dire que, par exemple, vous voyez que le travail de Cheikh Anta Diop, il y a une continuité qui a été assurée par des gens comme Mobenga, il n'est pas seul, hein, qui continue à être fait par des gens comme Mobenga et les autres. Le professeur Belek sont classés dans ce cadre-là, et d'autres brillants africains qui continuent le travail de Cheikh Anta Diop. Mais il y a de l'autre côté un risque où on voit une nouvelle religion, sous les oripeaux de la science, une nouvelle religion qui naît, et qui fait croire que, bon, rappeler simplement le fait que l'Afrique a été le berceau de l'humanité, a été le fils aîné de la création, etc., suffit à tenir le front de lutte. Or, c'est faux, Josselin Gosse. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que d'abord, l'idéologie pseudo-scientifique de l'infériorité du noir continue sur le devers de la science. C'est-à-dire que en exportant en Afrique les systèmes de diffusion de la connaissance clé en main, l'Europe continue ce travail. Je veux dire que nos universités à l'heure actuelle, toutes nos académies, nos institutions,
tous les lieux de production du savoir en Afrique, de diffusion du savoir, ne sont pas à l'abri de la tutelle des racistes, des nouveaux racistes, des néo-hégéliens. Cette Europe-là, cet Occident, sûr de sa supériorité, et qui continue, sans le dire maintenant grossièrement, à développer, à travers diverses stratégies, diverses démarches, la thèse que l'Occident est supérieur et le nègre est inférieur. Ça se voit dans beaucoup de domaines. On va y revenir, on va aller pas à pas pour voir comment je dis ce courant raciste continue, même s'il fait l'effort de ne plus se comporter comme au 18e, au 19e, au 15e siècle. Et on va voir si la réponse continue. Prenons les questions d'aujourd'hui, la question du franc CFA, la question de nos relations à la France aujourd'hui. Si on prend seulement le cas spécifique de nos rapports à la France, nous savons que la France n'est que le sous-traitant de l'Occident face à nous, mais ce rapport-là, vous allez voir la continuité, etc. Vous allez voir la continuité de Hegel. Quand Hegel dit que l'Afrique est le lieu des ténèbres, prenez les travaux d'Achille Mbembe. Achille Mbembe dit tous les temps dans ses travaux que l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, est un lieu de ténèbres. C'est le royaume de la nuit. C'est ce qu'il dit, la nuit. Alors, mais il le fait sous les auspices de la science, sous les auspices de travaux universitaires intenses, entre guillemets, encadrés par des maîtres de la pédagogie qui s'assurent que la scientificité de son travail ne souffre d'aucun doute. Mais, voyez simplement, quand quelqu'un vous dit que l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne est le lieu de la nuit par excellence, la réalité du continent demande ça tous les jours. Je voudrais vous rappeler que M. Achille Mbembe a eu sa licence au Cameroun. Il est un produit des ténèbres. C'est-à-dire que même son parcours personnel contredit ses thèses scientifiques et l'idéologie qu'il porte. Il n'est pas le seul comme ça. C'est-à-dire que réduire l'Afrique centrale, réduire l'Afrique subsaharienne au comportement de certaines de ses élites politiques et intellectuelles est une grossière erreur, un même crime scientifique. Mais c'est pas nouveau. C'est la continuité de Hegel, non? Vous voyez la continuité, comment elle est assurée? Hegel a fait ça. Hegel, le père de l'européocentrisme, le père de la théorie de la supériorité, le père de l'impérialisme occidental. Sur le plan philosophique, c'est comme ça qu'il a procédé. C'est comme ça qu'il procède. Même l'anthropologie, c'est sur le plan anthropologique. C'est-à-dire que l'Afrique historique est là, l'Afrique qui lutte contre les esclavagistes, les colonialistes et leurs disciples et leurs successeurs, qui luttent, on va la laisser de côté. On va par exemple aller étudier les Pygmées. On va par exemple aller étudier les résidus d'un peuple historique qui maintenant se manifeste sur le plan ethnique. On va aller étudier ça, on va dire non, voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique. On va aller élever ça au niveau d'une théorie opératoire sur l'Afrique. Oh, l'Afrique historique est là. L'Afrique d'Ongos, l'Afrique des panafricanistes, l'Afrique qui se bat, l'Afrique de la jeunesse, qui réécrit l'histoire en silence, l'Afrique qui tient tête, qui résiste à tous les assauts, n'est-ce pas, qu'elle a subis. On n'en parle pas. On va utiliser le comportement des hommes politiques fabriqués par l'Occident, placés par l'Occident, protégés par l'Occident. On va utiliser les thèses des intellectuels africains payés, soudoyés et promus par l'Occident. Oui. On va étudier le comportement des chefs des religions, etc., entretenus, soudoyés, financés par l'Occident pour décrire une Afrique qui n'en est pas une. Donc, ça continue, cette actualité de la falsification. Vous prenez sur l'économie, la question du franc CFA. Mais c'est clair. Qui a voulu justifier cette affaire? On a sollicité toutes sortes de, soi-disant économistes africains, pour nous justifier le caractère important du franc CFA. Et M. Ouattara est le porte-parole. Il n'est pas le seul. Des gens comme Koko Narbupo, etc., les Insou, tous ces gars-là, les Achille Mbembe, tous ces gars-là, ont passé le temps à vouloir démontrer que non. Narbupo aime aller même très loin. Il dit que non, les Africains peuvent sortir du franc CFA, que c'est la servitude volontaire. Donc la France n'a rien à voir là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez à quel niveau on peut y aller. Et il le fait avec l'autorité du grand économiste, entre guillemets, qu'il est. Mais prenez le cas de M. Ouattara. On vous a dit que c'est un des plus grands économistes que l'Afrique a jamais connu. Mais tous ceux qui ont connu Ouattara, que ce soit en Pennsylvanie, aux États-Unis, où il a prétendu avoir étudié, vous disent qu'on ne sait pas d'où il sort. On ne lui connaît aucun test théorique sur l'économie. Un matin, on nous a dit,
directeur général avion du FMI, et qu'il était très lié à M. Kamdessus. Très lié, suivez mon regard, à Michel Kamdessus. Suivez mon regard. Très lié. C'est cette liaison avec Kamdessus qui fait la gloire et l'autorité scientifique de M. Ouattara. C'est-à-dire que, et Kamdessus était le directeur du Fonds monétaire international. Je peux tout encore. C'est-à-dire que, est-ce que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, sont le stade suprême de l'économie? Est-ce qu'un économiste digne de ce nom peut considérer que ce qu'on fait à la Banque mondiale, le FMI, c'est de l'économie? Mais vous avez tout un monde d'économistes qui ne jugent que par la Banque mondiale et le FMI, qui croient qu'avoir travaillé dans cette institution, c'est être arrivé au sommet, et qui, du haut des chaires scientifiques ou des déchets scientifiques, ou parlons comme ça, organiques du FMI et la Banque mondiale, regardent l'Afrique de haut. Et nous disent que nous sommes en retard en économie parce que nous n'arrivons pas à nous adapter à l'actualité économique mondiale. Et que pour qu'on puisse s'en sortir, il faut rapidement qu'on assimile très bien les recommandations du FMI et de la Banque mondiale. Que notre attardement économique n'est expliqué que par notre incapacité à assimiler les théories de la Banque mondiale et du FMI. Justin Gos, c'est vrai partout. Il dit c'est vrai dans toutes les disciplines qui meublent la vie quotidienne de l'Afrique. C'est ce que moi j'appelle la continuité de la falsification de l'histoire africaine. La continuité. Alors, le stade suprême, il est arrivé avec la question du Covid. C'est le stade suprême. Pour dire quoi, Justin Gos? Si, de par le passé, la falsification s'est basée sur la frontière entre l'oralité et l'écriture, ouvrez vos yeux, actuellement là. Mais cette frontière se réactualise devant vous. C'est quoi l'écriture aujourd'hui? Pour l'Occident mondialiste, l'écriture, c'est l'informatique. C'est le numérique. Donc, vous ne savez pas utiliser un ordinateur. Vous n'êtes pas dans l'histoire. Vous êtes un illettré. Et la dynamique consiste à tout faire pour basculer le quotidien de l'homme africain. Le quotidien de l'humain, le faire passer du physique, comme de la nature. Vous avez la reine de la nature, la reine primaire de la nature, Hegel et consort, la reine primaire de la nature. Bon, qui maintenant est passé à son extrême, l'amour excessif de la nature au point de vouloir sauver le climat. Les extrêmes, on passe toujours d'un extrême à l'autre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que on est en train de passer, n'est-ce pas, de faire basculer toute la civilisation dans le numérique. Et ce numérique, une fois de plus, est-ce que l'Afrique y existe? Du tout. Vous connaissez ce que je suis en train de vous dire, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Ils ont appelé ça la data civilisation. La civilisation de l'information. En fait, de l'informatique, du numérique. Le numérique n'est qu'un stade atteint par l'informatique. Numérique. Dans cette civilisation-là, de l'information, où est l'Afrique? L'Afrique est comme elle était, entre guillemets, au siècle précédent, quand elle rencontre l'Occident. Dépourvue de capacité à, comment on veut dire ça? Elle n'était pas équipée pour affronter cette étrangeté qu'on a appelée l'Occident, qui, lui, accède à l'histoire par le prisme de la violence, de la conquête, de la domination. Dans les sociétés où ce n'est pas ça qui est au cœur de la vie, l'Occident est arrivé et il nous a conquis. Il nous a conquis et il a justifié sa domination par le fait qu'on était des civilisations orales. On ne connaissait pas l'écriture et qu'à partir du moment où on ne connaissait pas l'écriture, il avait à nous civiliser en nous apprenant à écrire. C'est ça l'instruction. C'est ça l'instruction. Nous apprenons à écrire, à lire et à écrire, à calculer. Après avoir nié la vérité qui est que les maths sont niées en Afrique, tout ça est consort. C'est connu aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est la même chose se refait devant nous. C'est-à-dire que les Africains ont tellement travaillé à l'avènement du monde d'aujourd'hui, que ce soit au niveau des inventions extraordinaires. Il n'y a aucun lieu dans l'activité humaine qui ne porte pas au XXe, au XXIe siècle, au XIXe siècle, même quand l'Afrique, dans son histoire, était le plus niais, qui ne porte pas la marque des Africains, qui par leur génie ont accouché d'inventions pas possibles. L'Occident, une fois de plus, grâce au mode de production capitaliste, s'accapare tout ça. Il met son nom et revient nous dire que dans la civilisation de l'information, vous n'existez pas. On doit vous reciviliser, mieux vous informatiser, vous numériser,
de manière à ce que vous accédiez à l'histoire. Mais là encore, il y a un problème de Sengos. Parce que cette data civilisation, quel est son préjugé? Mais son préjugé est que l'être humain en l'état n'est rien. L'être humain en l'état est dépassé. L'homme tel que l'histoire l'a produit est dépassé. Il faut un homme, il faut un transhumain, il faut un post-humain. C'est-à-dire que les enjeux du 21e siècle ont besoin d'un nouvel humain. Cet humain-là, il faudra qu'on le produise en laboratoire, mais il faudra surtout qu'on ajoute à son cerveau naturel un cerveau informatique. Il faut qu'on fusionne son cerveau naturel et son cerveau informatique et numérique. Cette fusion, n'est-ce pas, du cerveau humain et du cerveau informatique, n'est-ce pas, doit se faire par une généralisation du numérique partout, mais surtout, sa mise sous contrôle par des super ordinateurs qui concentreraient toutes les données liées à la vie humaine, à son passé, son présent, à son avenir, et auquel ne serait désormais un humain que celui qui est connecté. Mais Jocelyn Gosse, ça explique le reste, ça explique les pandémies qui surgissent partout pour accélérer ce processus. Ça explique le fait qu'aujourd'hui, l'OMS peut devenir un super État pour décider comment on gère notre santé désormais. Et il y a là-dedans, il y a l'enjeu de la puce. Ça explique le fait qu'on modifie notre système génétique pour le remplacer par un nouveau système génétique, celui-là, qui lui est un système génétique informatisé, numérisé, digitalisé, qu'on peut manipuler à guise, qu'on peut changer, modifier, gérer par le biais de l'outil informatique. Je sens te vouloir dire quoi, Jocelyn Gosse? Que ce n'est pas, je termine par là, ce n'est plus là, c'est pas seulement, je veux dire que la falsification de l'histoire de l'Afrique a débouché sur la falsification de l'histoire de l'être humain. C'est ça que je veux mettre en valeur. Aujourd'hui, la conséquence directe d'avoir nié l'humanité de l'homme africain, c'est que ça conduit directement à la négation de l'histoire même de l'être humain. Qui est-il? D'où vient-il? Qui décide de son sort? Maintenant, l'humanité doit vivre un retour en puissance de cette injustice par le fait que c'est tous les humains qui sont en voie de subir ce que l'homme noir a subi. Ah oui, c'est ça. C'est tous les humains qui sont en droit de le subir, que tu sois chinois, que tu sois européen, indien, sud-américain, tout ce que tu veux. Tu vas subir ce qu'on a fait à l'homme africain et que certains ont regardé et ont ri, ça les amusait même, à savoir que on va reconstruire nos identités, on va nous reprogrammer, nous reconstruire, sans notre avis, par des méthodes d'une extrême brutalité, comme les Africains l'ont subi. La violence la plus absolue qui passe par le génocide, les ethnocides, les massacres, les liquidations d'individus, la destruction le rasage des villages, l'élimination des individus, etc. De tous ceux qui vont résister. Donc, c'est une violence globale qui va s'abattre sur l'espèce humaine, Jocelyn Gosse. C'est ça le problème aujourd'hui. Falsification de l'être humain. Falsification du quotidien. C'est-à-dire que ton présent échappe à ton propre contrôle. C'est-à-dire que tu fais des actes au quotidien, mais celui qui valide tes actes, les instances qui les valident, t'échappent. Les médias mainstream, nous n'avons aucun contrôle sur eux, Jocelyn Gosse. Les récits sur les réseaux sociaux, sur Internet, nous n'avons aucun contrôle. On peut décider que moi, cette émission ne passe pas. On peut décider que cette émission, on la censure. Pourquoi la censure? Parce que les maîtres des réseaux sociaux, n'est-ce pas, les maîtres de la circulation de l'information estiment que ce que nous disons là-bas ne les arrange pas. Mais nous racontons notre quotidien, Jocelyn Gosse. Nous racontons l'histoire telle que nous le vivons. Non, ça, on n'a pas envie de le voir. Donc, vous voyez très bien que la falsification de l'histoire de l'être humain est inséparable de la falsification du quotidien. De tous les jours. Tout ça est falsifié. On arrive donc à la fin au fait que on veut falsifier l'histoire du monde. On veut falsifier le monde. On veut même falsifier le cosmos. On veut falsifier l'origine de l'espèce humaine pour faire de lui un être sans origine. Un accident comme l'Afrique, selon Hegel, n'est qu'une succession, un enchaînement d'accidents.
Et vous l'avez très bien compris, mesdames, messieurs, merci à vous, président Valakali, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, je tiens. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme le déclarait haut et fort un contemporain, mesdames, messieurs, il faut toujours faire attention parce que le monde change. Bonne journée à toutes et à tous.